Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club, l'émission consacrée au championnat le plus compétitif au monde, parfois aussi le plus spectaculaire. Bonjour Jean-François. Salut Serge. Salut Julien. Et puis on est aussi évidemment, comme d'habitude, à distance avec Christian. Salut Christian. Bonsoir messieurs. On a vécu un week-end très spectaculaire. On va en reparler d'ici quelques instants. On va aussi revenir sur les deux rencontres qui ont eu lieu mercredi soir avec des matchs reportés de la 28e journée. On commence du côté de Liverpool qui a gagné 1-0 face à Fulham après ce penalty en première mi-temps. Voilà, penalty qui semble un petit peu léger. Darwin, en tout cas, met beaucoup d'emphase dans sa chute. C'est Mo Salah qui permet à Liverpool d'enchaîner avec une 5e victoire consécutive. Score final 1-0. Ça, c'était du côté d'Anfield. Du côté, par contre, de l'Etihad Stadium, Manchester City recevait Fulham et les buts sont tombés West Ham, pardon. Fulham, c'est évidemment Liverpool. West Ham, les buts sont tombés en deuxième mi-temps. Ake, qui était de retour après blessure, fait 1-0 sur phase arrêtée. Sur une reconversion offensive, City va parvenir à mettre un deuxième but avec l'inévitable. Regardez la course croisée d'Erling Haaland qui marque son 35e but de la saison. Il est inarrêtable une fois de plus. Et City va même mettre un troisième but en fin de rencontre. Un beau but, sur phase arrêtée aussi, mais sur une reprise de volée de Phil Foden. Score final 3-0 et 9e victoire consécutive en Première Ligue d'un Manchester City qui reprend donc la première place au classement. Belle équipe, hein. Franchement, c'est une équipe qui est impressionnante dans cette fin de saison et qui a véritablement son sort entre ses mains, le titre entre ses mains, l'évolution du style aussi un petit peu avec Haaland, ça donne plus, je trouve, de solutions offensives. On n'est plus uniquement dans le comment est-ce qu'on dit en l'espagnol, tiki-taka. Voilà, donc on a évolué, mais je pense que l'évolution elle se faisait sentir depuis un moment. C'était un besoin aussi pour aller peut-être dans d'autres types de matchs. Je pense à la Ligue des Champions malgré tout. Et puis vous n'en démordez pas. Pour vous, ça reste quand même l'objectif principal. Moi, je suis depuis le début. Je pense que tout ce qui est fait. Alors, ça veut dire qu'évidemment, si vous êtes prêt à remporter la Ligue des Champions, a priori, vous êtes prêt à être compétitif en championnat. Donc voilà, ils sont en pole position. Ils ont un point d'avance sur Arsenal. Ils ont toujours un match de moins. Donc ça semble. Il leur reste 5 matchs. Voilà, ils ont leur destin entre leurs mains. Mais je reste persuadé que voilà, l'objectif, c'est de remporter la Ligue des Champions. Mais ceci dit, je dis ça par rapport au style de l'équipe, quoi. Est-ce que Haaland apporte c'est sûr qu'avec Haaland, il apporte 35 buts en plus cette saison. Mais au-delà de ça, dans le style de l'équipe aujourd'hui, voilà, vous avez un attaquant de transition, un attaquant de reconversion, vous appelez ça comme vous voulez. Ouais. Mais un attaquant de surface aussi. Et de surface aussi, mais je trouve que dans le profil précédent, il n'avait pas autant cette opportunité quand il y a des espaces. Il y en avait plus depuis que Agüero, en tout cas, n'était plus vraiment titulaire. Oui, mais même Agüero, je trouve, n'avait pas la puissance athlétique qu'on retrouve ici. En tout cas, City qui vile vers un 3e titre consécutif. On sait que c'est plus arrivé d'enchaîner 3 titres de Première Ligue depuis Sir Alex. Ouais, depuis United dans les années 2000. Bon, c'était en plus une victoire sans Kevin De Bruyne, qui n'a pas joué les 2 derniers matchs, qui était légèrement blessé. Christian, que peut-on dire de cette équipe de Manchester City, sauf qu'évidemment, elle est inarrêtable en cette fin de saison? Oui, ils ont fait le choix de centrer leur efficacité sur un buteur formidable avec 35 buts déjà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu l'évolution, comme disait Jean-François, c'est que Pep Guardiola, aujourd'hui, il n'a plus peur d'être en position d'attente et de profiter des reconversions rapides. C'est un peu cette bataille à distance avec Arteta qui, lui, décide de ne pas le faire. Mais voilà, cette équipe a déjà marqué 18 buts sur reconversion rapide. Il y en a 7 pour Haaland. Voilà, c'est un vrai choix maintenant, c'est une alternative, ça permet en fait d'avoir plusieurs options et quand les situations fonctionnent moins bien dans le plan A, ils ont le plan B qui est très très performant. Ceci dit, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Jean-François disait par rapport à avant. La saison passée, ils ont marqué 12 buts sur reconversion rapide, donc c'est beaucoup moins, mais la saison d'avant, ils étaient à 17 quand même aussi, donc il y avait déjà quand même ce choix de transition de vouloir se retourner vers le jeu rapide. Oui, 35 buts pour Haaland, c'est le record absolu en Première Ligue. Il a battu les 34 buts d'Andy Cole et d'Alan Shearer, mais qui eux avaient marqué quand même 34 buts dans un championnat 22, donc avec 42 matchs. Buteur incroyable, meilleur passeur aussi Kevin De Bruyne. Voilà, c'est quand même l'équipe la plus équilibrée, qui arrive en plus à son pic de forme au meilleur moment, au mois d'avril. Là.
En termes chiffrés, on s'attend à ce que cette équipe soit championne d'Angleterre. Ce serait la suite logique. Mais bon, la réalité du terrain sera peut-être différente. Il y a encore 4 matchs pour Arsenal, 5 matchs pour Manchester City. Je l'ai dit en début d'émission, on a vécu un week-end, une 34e journée complètement folle. 44 buts marqués avec des matchs complètement fous. On a l'occasion d'en reparler. Et n'oubliez pas qu'il y a encore une rencontre à suivre pour ceux, en tout cas, qui découvrent le PL Club à la première diffusion. Ce jeudi soir, 21h, vous pourrez suivre sur vous Sport World Brighton face à Manchester United. Franchement, un match alléchant parce que ces deux équipes, Brighton est en forme et puis Manchester United est quand même dans une bonne série également. Voilà pour le programme. On parle maintenant de la 35e journée qui va débuter samedi et on commence avec Liverpool-Brentford. C'est le match de samedi à 18h30. Liverpool est 5e avec 59 points. On l'a vu, ils ont gagné ce mercredi face à Fulham. Brentford est 9e avec 50 points. Bon, je ne sais pas si on peut encore parler de Coupe d'Europe pour Brentford, mais c'est une équipe qui fait une très très bonne saison. Restons quand même sur Liverpool, qui a donc remporté maintenant 5 victoires de suite, qui avait 2 partages avant. Donc ça fait une série sans défaite de 7 rencontres. Il reste 4 matchs, ils sont à 4 points de United, mais avec 2 matchs de plus. Est-ce qu'on rêve encore de la Ligue des Champions du côté de Liverpool ? Certains y pensent, d'autres l'inventent. C'est mon cas, par exemple. Je suis parvenu quand même à me tromper assez grossièrement dans l'Europe des 11 la semaine dernière. Donc on confirme, la 5e place ne sera pas qualificative, même si Manchester City remporte la Ligue des Champions. Ça, c'est pour ceux qui suivent l'Europe des 11 et le PL Club, comme ça c'est fait. Mais bon, oui, en tout cas, c'est une équipe, certains supporters y croient encore. Moi, honnêtement... J'y crois pas sur la fin de saison. Ils sont à -4 par rapport à Man U. Ils ont 2 matchs en moins, Manchester United. Donc, ça m'étonnerait quand même. Là, ou alors, il y a un miracle assez extraordinaire. Mais... Ce qui est sûr, c'est qu'à domicile, ils sont injouables. Donc, c'est une seule défaite cette saison. C'était face à Leeds dans la première partie. Et je vous rappelle, la saison dernière, ils étaient carrément invaincus. Donc, quand même, sur 2 saisons, ça en fait quand même une forteresse. Ça fait 40 matchs, 30 victoires, 9 nuls, 1 défaite. Voilà. Ouais. Pas mieux. Beau parcours, et je vous propose, on a vu la victoire face à West Ham, mais je vous propose aussi de revenir sur la victoire complètement folle du week-end dernier dans ce match Liverpool-Tottenham, et ça c'était important évidemment pour continuer à croire à la Ligue des Champions, au top 4, pour dépasser Tottenham au classement, et ça a été un premier quart d'heure de folie avec les buts marqués par Jones, par le revenant Luis Diaz qui commençait son premier match depuis le mois d'octobre. C'était 3-0 au quart d'heure sur penalty. Mo Salah qui marque maintenant les penaltys de la même manière, dans le plafond au centre, et apparemment ça fonctionne très très bien. Mais ils se sont fait un petit peu peur. Et là, on a vu finalement les 2 visages de Liverpool cette saison. Une équipe qui peut dominer certaines parties du match, mais qui est aussi vulnérable parce que Tottenham était revenu à 3-3 et il a fallu le miracle de la 94e minute, ce but de Diogo Jota, pour quand même l'emporter 4-3. Quelle rencontre, hein. Oui, mais la vulnérabilité défensive est quand même incroyable du côté de Liverpool. On n'est plus habitué à ça. Et encore une fois, une rencontre où ils encaissent trop facilement parce que ce match, vous l'avez vécu, 3-0, à ce moment-là, le match doit être terminé. On ne peut pas concéder 3 buts et terminer vraiment sur le buzzer, sur le 4e but de la victoire. Donc là, j'attends que Christian nous donne quelques chiffres intéressants pour comprendre quand même cette problématique à Liverpool. Bon, en tout cas, Christian, on va le voir. Dans les matchs entre équipes du top 6, Liverpool est bon, on pourrait même dire excellent cette saison. Excellent à domicile, comme le disait Julien. Excellent dans les confrontations contre le top 6. Donc, on a parlé souvent dans l'émission, est-ce que le message ne passe plus avec Klopp? Est-ce que c'est l'année de trop? Est-ce qu'il y a une usure? Mais en fait, finalement, on se rend compte que dans certaines périodes, voilà, comme les 5 derniers matchs et comme maintenant, vous voyez ce tableau, c'est quand même significatif. Ils ont pris autant de points que Manchester City, 5 points de plus qu'Arsenal et Manchester United dans les confrontations entre équipes du top 6. Donc, il y a quand même quelque chose de significatif. Alors, c'est vrai maintenant, le retour de Diogo Jota, on le verra plus tard, qui fait un bien fou parce qu'il permet aussi d'être à des réceptions sur des centres. Et donc, Alexander-Arnold redevient aussi le passeur qu'il était. Donc, il y a toute une dynamique qui change. Mais apparemment, cette saison, il leur faut des matchs du top pour pouvoir performer parce qu'ils perdent beaucoup trop de points contre des équipes du bas. Oui, exactement. Donc c'est face aux équipes finalement du bas de tableau que Liverpool a eu le coup de fatigue. On avait parlé de ces nombreux matchs la saison dernière, de la fatigue cette saison parce qu'ils ont été battus à Bournemouth, à Wolverhampton. Ils ont été battus à domicile par Leeds. Il faut vraiment des gros matchs pour que cette équipe de Liverpool se révèle.
Ouais, en même temps, je demande à Christian de jeter un coup d'œil sur sa banque de données tant que je dis ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire les matchs contre les plus faibles, ce sont des matchs forcément où ils prennent des contres. Donc je suppose que dans les buts encaissés pour Liverpool, on observe aussi ce nombre anormal de buts encaissés sur des transitions. On l'a vu aussi face à Tottenham, où c'est une équipe qui joue avec un bloc haut et qui a parfois du mal à se retourner sur des ballons en profondeur. Ouais. Oui, donc voilà, après je regarde, quand on a encaissé 42 buts depuis le début de la saison, on se situe à peu près aux alentours de Brentford, c'est-à-dire 44 buts pour Brentford, donc ça veut dire ça représente une équipe de la 9e, 10e place, ça ne représente pas une équipe du top 4. C'est intéressant ce que Jean-François dit, soulignons que la saison dernière, Liverpool était meilleure défense avec 26 buts concédés seulement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu quelque chose de différent cette saison et il faudra peut-être en fin de saison essayer de tenter en tout cas de l'analyser du côté du staff du club. Alors Christian, cette info donc sur ces buts encaissés sur reconversion offensive par Liverpool, pardon. Oui, il y a 10 buts qui sont encaissés sur reconversion rapide et Jean-François a raison, il n'y a que seulement un but contre une équipe du top, contre Arsenal. C'est marrant contre Arsenal de prendre un but sur reconversion rapide, mais c'est le cas. Sinon, tout le reste sont des équipes comme Leeds, comme Wolverhampton, comme Leicester, comme Brighton aussi. Ils ont 2 buts contre Brighton, mais il y a aussi Crystal Palace. Donc, ce sont des équipes en fait qui sont beaucoup moins bien classées qu'eux, à l'exception de Brighton et Arsenal. Sinon, ils prennent des reconversions comme ça. Donc, quand ils prennent le jeu, ils sont vulnérables. Christian, on l'a dit, les derniers résultats sont bons, même si Liverpool encaisse un but quasiment à chaque fois. Oui, mais voilà, c'est l'unité de mesure en fait de la compétition. Il faut marquer un but de plus que son adversaire, alors que ça soit 1-0 ou que ça soit 3-2, ça se transforme en 3 points. Et là, sur les 5 derniers matchs, ok, d'accord, ils encaissent à chaque fois un but sauf le match contre Fulham, même 2 et 3, mais ils parviennent à avoir cette ressource physique, morale pour pouvoir aller chercher la victoire. Ils étaient en difficulté contre Nottingham Forest, c'était en difficulté contre Tottenham. On les a vus en difficulté pendant la saison où ils ne revenaient pas du tout. Là, ils sont dans une série où ils reviennent et comme souvent en fin de saison, comme Manchester City, ils parviennent en fait à enchaîner des bons résultats et peut-être qu'ils vont accrocher quelque chose grâce à ça. Des bons résultats qui correspondent aussi au retour en forme de Diogo Jota, qui a été blessé, comme de nombreux joueurs de Liverpool blessés pendant une bonne partie de la saison. Là, il a marqué 5 buts en 5 matchs. Je vous propose d'en revoir quelques-uns. Même s'il est plus titulaire pour le moment, ça c'est étonnant, parce que Luis Diaz, qui revient aussi de blessure, a pris sa place sur le côté gauche de l'attaque. Mais Diogo Jota reste un joueur sur qui on peut compter, surtout dans les moments où il faut vraiment faire la différence. Ce qui est intéressant, ce sont les profils qui permettent à l'entraîneur d'avoir diverses possibilités à utiliser. Quelles sont ces caractéristiques à vos yeux ? Christian l'a souvent montré, d'abord par sa petite taille malgré tout, c'est cette capacité de timing, notamment sur les centres. Il a un excellent jeu de tête et donc ça apporte, je trouve, une plus-value évidente. Son intelligence, ses déplacements, voilà. Après, je trouve que d'autres apportent peut-être plus que lui, mais je voudrais bien, parce qu'on parle de l'aspect offensif de cette équipe, et je reconnais qu'évidemment le retour des blessés fait du bien, mais Salah, on a souvent marqué le fait que cette année-ci, Salah avait des gros soucis. Je voudrais quand même... Il est quand même à 18 buts. Oui, 18 buts, et puis sur les 11 derniers matchs, 12 fois il est décisif. C'est, je crois, 10 buts et 2 assists. Et à Anfield, il a marqué sur les 8 derniers matchs, il a marqué 9 buts. Donc on peut parler de tous les autres. Après, le gars qui fait quand même la différence, ça reste Salah. Christian, vous voulez réagir ? Oui, je voulais juste ajouter l'importance de Diogo Jota. C'est quand même depuis le 17 du 4, donc en 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, il a marqué 5 buts, mais il a marqué un but sur un jeu rapide avec une passe qui vient de l'axe, un centre de la droite, un corner, un coup franc indirect et sur une passe de l'adversaire lors du dernier match contre Tottenham. Donc, il y a vraiment 5 manières différentes de pouvoir marquer et il marque beaucoup parce que sur 15 jours, 5 buts, c'est énorme. Donc, ça fait vraiment un bien fou à cette équipe. Et on voit ici le modèle offensif et justement, cette équipe de Liverpool, si elle a des carences défensives, est très performante dans le domaine offensif et comme vous le soulignez ici, finalement, dans tous les domaines offensifs. Oui, c'est l'efficacité sur les 5 derniers matchs, donc sur ces 5 victoires consécutives. Regardez, c'est vraiment une efficacité offensive digne d'une équipe qui est prête à jouer le top 4.
Maintenant, il faut le tenir sur toute la saison, mais être aussi performant dans le jeu dominant, que ce soit placé rapide, ça fait quand même 9 buts dans le jeu dominant. On a la transition, on a la phase arrêtée sans le penalty et on a 2 penalties. Là, c'est vraiment, ça c'est le rêve offensif et ça donne énormément de spectacle pour les téléspectateurs. Il y a encore l'occasion d'augmenter le nombre de buts. Ils accueillent Brentford, ils accueilleront Villa. Bon, Villa, on sait que c'est compliqué. En déplacement à Leicester, à Southampton, Liverpool peut faire le 4/4 et alors il faudra profiter de faux pas. Il faudra évidemment voir si Newcastle et United vont perdre des points d'ici à la fin de la saison. On va parler de Brentford maintenant, 13e la saison dernière. Classé pour le moment 9e et dans le ventre mou du classement cette saison. C'est la 2e saison seulement, on le rappelle, de l'histoire de Brentford en Première Ligue. On peut dire que c'est une équipe qui est quand même bien gérée et bien menée par Thomas Frank. Oui, et c'est une équipe qui a déjà battu Liverpool une fois cette saison, puisqu'elle a laissé 3-1. Donc voilà, ils ont peut-être la recette pour battre cette équipe de Liverpool. Maintenant, il faut regarder le comportement de Brentford à domicile et à l'extérieur. Le rendement, je dirais, est quand même moins bon à l'extérieur. Ils ne gagnent que 4 matchs à l'extérieur. Oui, mais c'est à City, c'est à Chelsea. Ils ont fait un partage à Arsenal et ils ont fait 3-3 à Brighton. C'est pas des mauvais résultats. C'est pas du tout de mauvais résultats. Le seul truc qui peut donner, en tout cas aux supporters de Brentford, peut-être ce sentiment qu'ils ont une belle carte à jouer, c'est justement ce dont on a parlé à propos de Liverpool. C'est-à-dire que voilà, ils vont pouvoir peut-être profiter des espaces que Liverpool va laisser pour marquer un but, éventuellement, en transition, en reconversion. Victoire à City, c'était juste avant la Coupe du Monde, donc je pense qu'à City, on était un petit peu démobilisés. Oui, mais enfin, ils ont quand même gagné là-bas. Je vais vous donner une information parce qu'elle m'a surpris, donc je pense qu'elle vous surprendra aussi. En fait, vous parliez de loi des séries pour Liverpool. De toute façon, toutes les équipes en fin de tableau doivent faire des séries. Eh bien, Brentford, cette saison, n'a fait que 2 fois 2 victoires consécutives, ce qui est très surprenant pour une équipe. Et ça vient d'arriver, justement. La deuxième, en effet, en avril, avec la victoire à Chelsea et la victoire face à Forest, c'était cette semaine. Mais il faut revenir au mois de décembre pour voir la victoire à West Ham et puis la victoire justement face à Liverpool. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'une équipe qui est aussi bien notée cette saison dans le championnat, dire comme ce championnat est compliqué pour enchaîner des succès positifs. Donc 2 victoires consécutives, ça n'est arrivé que 2 fois. Et sur les 14 derniers matchs contre des équipes du top 5, c'est 2 victoires seulement. Oui. Donc, on va même aller jusqu'au top 8 et on va le voir avec Christian. Bon, c'est une équipe 9e, c'est une très très bonne saison. C'est une équipe qui n'a jamais été liés ou associés avec la lutte pour le maintien. Ils ont toujours été dans le ventre mou. Ils ont même rêvé un petit peu d'Europe pendant un certain moment. Mais c'est une équipe qui prend surtout des points finalement face aux équipes qui sont classées en dessous. Oui, on l'a souvent évoqué, être le king de cette mini-ligue. Ils le sont. Voilà, ils sont très bien contre ces équipes qui sont moins bien classées qu'eux. Ils gagnent beaucoup de matchs. Par contre, en déplacement contre les équipes du top, c'est compliqué. Alors, je voudrais juste quand même un petit bémol par rapport à la victoire à Manchester City. N'oubliez pas que c'était le dernier match avant la Coupe du Monde et tous les joueurs de City avaient levé le pied et c'était vraiment pas un match avec une intensité normale. Donc, je veux dire, je serais un peu plus mitigé par rapport à cette victoire. Par contre, ce qui est intéressant avec une équipe comme ça, c'est ce tableau-là. C'est aujourd'hui, en observant dans les différents championnats, pour vivre une saison tranquille dans le ventre mou d'un championnat, il faut être très fort sur phase arrêtée, comme vous le voyez en jaune, et il faut être en orange, il faut être moyen plus en reconversion rapide. L'année passée, ils ont terminé 13e avec la bande donc du dessus, où vous voyez 2021-2022. Cette saison, ils ont réduit le nombre de buts marqués, donc c'est-à-dire en gris sur jeu dominant placé, pour augmenter un tout petit peu le nombre de buts sur jeu direct en orange, mais ils gardent toujours ce ratio exceptionnel sur la phase arrêtée. Donc aujourd'hui, si vous êtes une équipe et vous montez de 2e division, vous êtes une équipe du milieu de classement, la recette c'est être performant très très fort sur phase arrêtée et moyen plus sur reconversion rapide. Et le reste, ça vient tout seul, puisque de manière naturelle et par la nature du sport et du football, on marque sur du jeu dominant placé. Donc il faut absolument travailler quelque chose dont tout le monde est capable d'augmenter son ratio et sa performance, c'est-à-dire la phase arrêtée, et vous passez une saison tranquille. Et là, on voyait des buts marqués surtout par James Toney. C'est pas James Toney, Ivan Toney. À chaque fois, je fais l'erreur parce que c'est le nom d'un boxeur aussi des années 90 et du début des années 2000. Ivan Toney, donc 20 buts cette saison.
qui va buteur anglais, qui va plus rester là très longtemps. Quelques casseroles, parce qu'il est un peu lié sur certains paris sportifs qu'il n'aurait pas dû faire. Mais bon, soit d'un point de vue sportif, c'est une saison exceptionnelle pour lui, 20 buts marqués, capable de marquer sur phase arrêtée, mais aussi dans le jeu. C'est l'atout numéro 1 offensif, en tout cas, de Thomas Frank. Ouais, et quand Christian explique évidemment, et je comprends, qu'il observe que la recette, c'est évidemment de réussir les phases arrêtées. La recette, c'est aussi d'avoir dans son équipe un gars capable de mettre des buts. Ouais. Et dans ce cas-ci, c'est Ivan Toney qui est l'élément clé. Je voudrais voir cette équipe, s'ils devaient le perdre ici à l'intersaison et qu'ils ne retrouvent pas un profil capable de leur planter 20 buts, et ça risque de les amener à reculer un petit peu. Mais comme disait Serge, par rapport à cette affaire de paris sportif, on a cru à un moment qu'il allait être carrément condamné, suspendu. Si Brentford le perd à ce moment-là, on était au mois de novembre, c'était au moment de la Coupe du Monde. Je pense que Brentford aurait pu se battre pour le maintien. D'ailleurs, c'est sans doute pour cela qu'il n'a pas été à la Coupe du Monde non plus avec l'Angleterre. Probablement. En tout cas, Brentford, à dire 52 buts déjà, c'est 4 de plus que la saison dernière. Donc c'est déjà offensivement une saison réussie, ça on le savait. Et ils ont une meilleure défense. Ils sont qu'à 44 buts concédés, par 56 la saison dernière en fin de saison. Et en cas de prochaine victoire, ils égaleraient le nombre de victoires de la saison dernière qui était 13. Donc en effet, c'est une belle saison. Voilà, ils restent sur 2 succès. Ils n'ont finalement rien à perdre, ils peuvent aller là avec optimisme et essayer de ramener quelque chose de Liverpool. Prendre du plaisir. Oui, voilà, prendre du plaisir. C'est cool de jouer. Voilà. Oui, parce qu'ils vont aussi jouer Manchester City d'ici à la fin de la saison, donc ils ont un petit rôle à jouer d'arbitre. À Fulham, ils accueillent City et ils accueillent West Ham. Voilà, donc fin de saison pour le prestige, on va dire, pour cette équipe de Brentford. C'est un des petits clubs de Première Ligue, mais qui, d'un point de vue sportif, en tout cas, fait des résultats. Le plus bas, la masse salariale la plus basse de toute la Première Ligue. Donc c'est quand même, là aussi, on tire notre chapeau quand même, parce que faire des résultats pareils avec une masse salariale. C'est parce qu'ils gagnent des sous en pariant à côté, c'est pour ça. Probablement. Bon, il y a des clubs qui peuvent faire 30 transferts pendant un mercato ou 2, et puis il y en a d'autres où on est plus stable. C'est le cas du côté de Brentford, et on va même pas parler de Big Sam Allardyce, qui revient à Leeds aujourd'hui et qui va essayer de sauver Leeds. Si, je trouve que c'est pas. Non, mais pour ceux qui aiment par exemple la Première Ligue, je suis pas certain que ce soit un message très positif que de voir le retour de Sam Allardyce. C'est un personnage très particulier, annoncé toujours comme le pompier de service. Il a déjà sauvé beaucoup de clubs. Le dernier, il l'avait pas fait, West Brom. Il y a aussi cette. Donc ça veut dire qu'en fait, si je vous entends, pour se sauver, on vend quelque part son âme. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont vendre leur âme du côté de Leeds, mais ils ont promis 2,5 millions de livres à Sam Allardyce s'il parvient à sauver Leeds. Il reste 4 matchs. Pour le moment, ils sont juste au-dessus au goal average de la ligne de flottaison. Par rapport à la direction de Leeds, c'est qu'ils ont perdu du temps avec Gracia. Avec Philippe Daman en plein Golzodé, on s'est posé la question, on a été regarder son parcours, on n'a pas compris pourquoi ils ont été engagés. Ravi Gracia, qui finalement finit avec un 1 sur 15 et qui avait pris une gifle face à Liverpool, qui avait pris une gifle face à Palace. C'était peut-être ce moment-là déjà où ils auraient dû penser à l'avenir, parce qu'avec 1 sur 15, ils viennent de perdre 5 matchs. Alors on a un petit peu dévié sur Big Sam Allardyce et son arrivée quand même surprenante du côté de Leeds, et ça a l'air de vous inspirer, Christian. Oui, mais des fois on se pose des questions, mais il suffit de regarder qui est le directeur technique de Leeds depuis des années et tout ce qui s'est passé. Et Victor Orta, dans la foulée maintenant, il a été viré. Donc ils viennent avec leur réseau et voilà, ça circule, c'est toujours les mêmes. Et puis maintenant, voilà, c'est de nouveau Sam Allardyce. Et puis après, ils vont prendre Knapp et ils vont peut-être Bobby Charlton. Et Perroy Hodgson. En tout cas, on va vite voir si le réseau de Sam Allardyce fonctionne, parce qu'ils vont samedi à 16h d'ailleurs du côté de Manchester City. Donc c'est le premier match des 4 pour sauver Leeds pour Big Sam Allardyce. Ça va pas être facile. Ouais, franchement, s'il réussit son pari. Passons à autre chose, passons à l'affiche finalement de ce week-end. Newcastle face à Arsenal, c'est le match au sommet, match qui se déroulera dimanche, coup d'envoi à 17h30, on en parle après ceci. This time last year, Newcastle ended Arsenal's European dream. Now Arteta's young guns return to St James's, desperate for redemption. Xhaka! Jones write them off yet. But Howe's men are in an unforgiving mood. They really believe. Newcastle v Arsenal, live. Newcastle actuellement 3e face à Arsenal 2e. Bon, il y a 13 points d'écart entre les deux. On va dire que Newcastle ne joue peut-être plus le top 2, mais ils doivent assurer quand même leur
participation à la prochaine Ligue des Champions, ce qui est déjà une belle surprise, parce que les Saoudiens sont arrivés maintenant il y a 1 an et demi et qu'on ne s'attendait pas, Jean-François, à les voir aussi vite arriver quand même dans le top 4. Non, chapeau, franchement. Voilà, ils sont à plus 6 aujourd'hui par rapport au premier non qualifié, donc Liverpool, avec un match en moins en plus. Donc voilà, ils sont bien, ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont sur une super dynamique. 9 derniers matchs, c'est quand même 8 victoires et une défaite contre Aston Villa, justement, qui est un adversaire compliqué à jouer. Donc voilà, je trouve que c'est une équipe qui, à un moment donné, on s'est posé la question sur le deuxième tour en disant tiens, est-ce qu'ils vont pas craquer finalement au deuxième tour parce que le style de l'équipe, et je trouve même que par rapport au style, alors je sais pas s'ils ont, Christian pourra peut-être confirmer s'ils ont évolué, mais on va en parler. Mais je trouve quand même que, enfin, mon sentiment quand je les regarde, c'est qu'ils ont un peu évolué quand même et qu'ils proposent plus offensif. Voilà, quelque chose d'un peu différent. On reprend la ligne du temps, début de saison. On se dit, waouh, cette équipe de Newcastle n'encaisse presque pas, c'est solide, c'est physique, beaucoup de partage. Donc il se situe, on va dire, dans la meilleure défense, il faut le rappeler. Défense, 27, ça reste la meilleure défense. Buts, Mais là, je vous propose de revoir notamment les buts marqués face à Tottenham. Donc c'était il y a 1, 2, 3 matchs pour Newcastle. Mais ça a été un festival offensif. Ça a été une espèce de cyclone. Pendant 21 minutes, ils ont marqué 5 buts face à Tottenham. Alors je sais, Tottenham est dans une passe difficile, un passage difficile. Mais là, quand même, cette équipe, c'est plus la même. C'est une équipe maintenant qui parvient à se sublimer offensivement, qui fait du spectacle, qui marque des buts, qui encaisse aussi maintenant, parce qu'il y a presque plus de clean sheet. Mais regardez le visage, l'expression de Murphy, parce que franchement, on a l'impression qu'il suffit de monter sur le terrain et de se faire plaisir pour marquer des buts. Il y a une bonne équipe, il y a de bons joueurs. Callum Wilson, dont on parlera, qui a 15 buts, Isak 10 buts, Almiron 10 buts. Donc voilà, on peut évidemment voyager avec des joueurs pareils. Et c'est vrai que je pense que la défaite à City a été le déclic. On s'est demandé, est-ce que cette équipe n'est pas un peu trop timide offensivement ? Et juste après, Dio a commencé à enchaîner des résultats, plus de 3 buts. Et je pense qu'il y a eu un vrai déclic dans le vestiaire à ce moment-là. Christian va nous confirmer ce changement d'approche, ce passage vers quelque chose finalement de beaucoup plus efficace, beaucoup plus spectaculaire, mais aussi beaucoup plus efficace. Oui, dans les 2 premiers mois de 2023, on en a parlé assez souvent, c'était vraiment catastrophique. On a 1 victoire et 3 buts marqués en 2 mois. Et puis, sur les 7 semaines suivantes, on va dire, 2 mois aussi, on a 8 victoires et 26 buts marqués. Je ne sais pas quelle est la raison. Alors, je ne sais pas, des fois, c'est peut-être un déclic psychologique, mais maintenant, il marque dans toutes les positions. Alors, on avait vu qu'une de leurs forces, c'était de marquer sur les tirs au rectangle. Ils en avaient marqué 10 au moment où on l'avait expliqué. Maintenant, ils sont de nouveau à 14. Ils marquent sur des face-à-face. Ils marquent dans les profondeurs. Ils ont marqué 11 buts en jeu dominant rapide, 11 buts en reconversion rapide. Donc, en fait, maintenant, c'est un feu d'artifice, en fait. Ça explose maintenant et ça vient de partout. Et tout le monde devient efficace. Donc, je ne sais pas. En fait, je ne connais pas la raison parce qu'en si peu de temps, passer de 3 buts marqués à 26 sur la même période, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en fait. À contrario, Jean-François disait que c'était la meilleure défense. C'est vrai, mais il faut remonter au 15-20 janvier pour retrouver le trace d'une clean sheet. Donc c'est quand même paradoxal. Sur la bonne série des 9 derniers matchs, 8 victoires, il n'y a que 1 clean sheet. Ouais, absolument. Contre Man U. Oui, contre Man U, effectivement. Bon, en tout cas, une des forces offensives de cette équipe, on ne peut pas expliquer, on va dire rationnellement, ce changement aussi brutal. Par contre, une des forces, c'est bien Callum Wilson. Parce que ça, c'est un joueur, on le connaît depuis des saisons. On sait que c'est vraiment une espèce d'attaquant guerrier là, qui va sur tous les ballons, qui ne lâche absolument rien, mais qui a aussi de la finesse dans son jeu, qui a des qualités vraiment très spéciales, celles qui conviennent en tout cas à un attaquant et un buteur. Oui, avec énormément d'expérience, il sait comment ça se passe. Vous allez voir sur l'infographie, j'ai replacé en fait tous ces buts. Regardez le nombre de buts qui sont entre le point de pénalty en jaune et la baseline. C'est énorme. Ça veut dire que cette équipe joue quand même très haut et il est capable aussi de tirer de loin avec 3 buts hors rectangle. Alors j'ai regardé, il a marqué 4 buts sur centre, il a marqué 3 buts de la tête, il a marqué 3 buts en face à face, il a marqué 3 buts sur tir en rectangle. Pour le moment, c'est actuellement à ce niveau-là, évidemment, il ne faut pas comparer à Haaland ni à Harry Kane, mais à ce niveau-là, il est un des joueurs les plus complets. Il est capable de naviguer, d'être sur un deuxième ballon, il est capable de venir mettre la tête.
Donc, pour le moment, ça fait vraiment du bien. Et dans une équipe qui, quand même, se projette rapidement vers l'avant, ils ont quand même envie de prendre de la vitesse. Il est quelqu'un, à son âge et avec son expérience, qui apporte énormément dans l'efficacité de Newcastle actuellement. On revoit quelques-uns de ses derniers buts. Et puis, c'est un joueur qu'on pourrait aussi retrouver dans la sélection de Gareth Southgate, parce qu'il fait partie des meilleurs attaquants. Alors Kane est peut-être intouchable tout en haut, mais Wilson est certainement un des meilleurs attaquants de Première Ligue et donc un des meilleurs attaquants anglais pour le moment. Rappelons que ce week-end, face à Southampton, Newcastle est mené, il sort du banc et c'est lui qui change le match. Mais je voulais prendre la parole pour préciser autre chose. Anthony Gordon, parce qu'on a toujours tendance à dire que Newcastle réussit tous ses coups de transfert depuis la nouvelle direction, on va dire. Anthony Gordon, toujours pas de but inscrit. Ils ont quand même dépensé 45 millions pour lui. Il a marqué 3 buts à Everton. Ils ont déforcé Everton. Ça va peut-être coûter la descente à Everton. Donc voilà. Jeune joueur arrivé au mois de janvier. Dans une équipe qui, en tout cas, maintenant fonctionne très bien. Donc pas facile pour lui de trouver sa place. Moi, je voudrais juste rappeler que la dernière défaite à domicile, c'est face à Liverpool. C'est au mois de février. On est mi-février quand ils perdent contre Liverpool. Et depuis, ils ont gagné contre les Wolves, Man U, Tottenham, Southampton à domicile. Donc ça, c'est bien. On a vu l'évolution dans le jeu. Et pour apporter, je dirais pas une information, mais peut-être par rapport à ce que Christian disait, si on ne sait pas nous, je ne suis pas toujours certain qu'ils savent eux exactement pourquoi. Mais en attendant, ils en profitent bien. Comment ? Ils en profitent bien. Oui, c'est une bonne dynamique. Non, mais ils en profitent bien, tant mieux. Mais en fait, et c'est très bizarre parce que je trouve que le foot est tellement particulier. On prend la période, je dirais, où ça n'allait pas, et on prend cette période-ci et on regarde juste la manière dont on prend les buts, où on les encaisse, et on se dit, tiens, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui a changé ? On sait que le foot est cyclique, qu'il y a ces périodes avec des bons matchs. Et c'est tellement étonnant. La seule équipe qui n'est pas cyclique, c'est City. Oui. Eux, on a l'impression qu'ils sont toujours tout en haut. Oui, voilà. Et on se demande même comment ils font pour être toujours là. Voilà. Mais c'est étonnant, quoi. C'est étonnant de voir qu'une équipe peut, à un moment donné, traverser une zone de turbulence comme celle-là. Et puis, derrière, c'est pas une question de redémarrer parce qu'ils ont retrouvé de la stabilité défensive. Non, pas du tout. Ils redémarrent parce que, dorénavant, ils dominent et mettent des buts. Mais est-ce que l'explication n'est pas justement là où tout un temps, ils jouaient pour ne pas concéder de but et là, maintenant, ils jouent pour marquer plus que l'adversaire? Je pense que c'est vraiment, en tout cas, on voit. Question d'approche. Il y a une différence d'approche, très clairement. Ouais. On ne va pas faire comme à Ivan Toney, on ne va pas parier sur le match, mais il y a quand même un score qui paraît improbable, c'est celui du match aller. On rappelle que c'était 0-0 à l'Emirates. Ici, on a quand même deux équipes. Arsenal, on le sait depuis le début de la saison, qui jouent pour marquer et pour attaquer. Newcastle aussi, donc on devrait ici aussi avoir normalement beaucoup de spectacles. J'espère. Oui. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Alors, puisqu'on va parler un peu d'Arsenal après, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est plus chaud pour Arsenal que pour Newcastle. Newcastle peut se permettre à la limite un partage, voire même une défaite sans trop de conséquences derrière, à l'inverse d'Arsenal, qui n'a absolument plus le droit à l'erreur, parce que les autres... Bon, ce sera à St. James's Park. On sait que l'ambiance va être électrique, ça va être énorme. Arsenal a joué mardi soir et les Gunners sont enfin retrouvés le chemin de la victoire après 3 partages et après évidemment la défaite cuisante du côté de Manchester City. C'était face à Chelsea. Je vous propose de voir les buts de cette rencontre et on a retrouvé une équipe d'Arsenal dominante offensivement qui a fait la différence dans la première demi-heure de jeu grâce à un Odegaard qui était très inspiré devant le but. Ouais, très inspiré. Après, moi je vous dis, c'est ça, voilà. On voit des buts et puis on se dit... Le deuxième est quasiment identique au premier. Oui, quasiment identique au premier, c'est ça. Et y compris au moment où l'action se termine, c'est-à-dire qu'Odegaard est à peu près tout seul au milieu de 3-4 joueurs de Chelsea. Oui. Là, évidemment, c'est parce que Chelsea, pour le moment, est sans dessus-dessous. Donc ça a facilité le travail. Mais c'est important quand même pour Arsenal de gagner ce match. Dernier but marqué par Gabriel Jesus. Score final 3-1. Voilà, le petit clin d'œil, alors je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais tout le monde avait insisté là-dessus, sur la présence ou pas de Trossard dans le 11 de base. Trossard est de retour dans le 11 de base, l'équipe gagne à nouveau. Donc je suppose qu'il sera dans l'équipe de base à Newcastle, ou alors j'y comprends plus rien, parce que je me dis quand même que l'entraîneur doit connaître... Oui. Et il y a eu un petit changement aussi au niveau de la défense, puisque c'est Kiwior, qui est le Polonais, qui a remplacé, mais Gabriel est sorti joueur qui blessé. avait été refusé à Anderlecht. Oui, ça c'est pour la parenthèse, vraiment. Il a voulu jouer en Belgique. Ouais, bon, c'est un autre niveau. Un petit mot quand même, parce qu'offensivement, Arsenal
continue à nous impressionner avec toujours, on l'a vu, 2 buts quasiment identiques sur les 2 premiers buts face à Chelsea. Et puis cette équipe qui continue à s'imposer dans la moitié de terrain adverse de ce niveau-là. Et on le dit depuis très longtemps, c'est exceptionnel du côté d'Arsenal. Oui, c'est exceptionnel, Serge. 50 buts marqués sur jeu dominant placé, sans compter le jeu dominant rapide. Il n'y a que Manchester City qui avait réussi mieux il y a 2 ou 3 saisons, pardon, 2018-2019, avec 52 buts marqués, mais ils avaient passé les 100 buts sur jeu dominant placé, donc ils vont probablement battre ce record. Ben en termes de compétition, c'est pas bien parce qu'ils n'ont pas l'alternative, donc il va peut-être manquer le point nécessaire pour être champion. Mais en termes d'académie, en termes d'entertainment, en termes de beaux jeux, pour les puristes, ce que fait Arsenal dans ce jeu dominant placé, c'est vraiment fabuleux. On a vu les constructions, ça se joue toujours un peu en triangle pour essayer de libérer la personne, le joueur en zone optimale. Et il y a quelqu'un qui vient soit au centre coupé, soit qui vient de deuxième ligne. Et on est arrivé à 3 buts comme ça avec ces centres sur jeu dominant placé. Voilà, c'est magnifique. Par contre, on peut dire qu'il y a une espèce de déséquilibre depuis quelques rencontres. 7 matchs sans clean sheet pour Arsenal. C'est au niveau défensif que ça paraît beaucoup plus compliqué. Depuis 2023, dans son ensemble, c'est plus compliqué défensivement. On va le voir après avec l'analyse sur les phases arrêtées. Ils ont commencé à prendre des buts sur reconversion rapide, des buts sur phase arrêtée. Et là, maintenant, à l'exception du match de mi-semaine, où ils n'ont pris qu'un but, cette équipe, sur les derniers matchs, a pris 12 buts. Donc, ça a vraiment pris l'eau. Et surtout, c'est là que c'est très intéressant, c'est que ça prouve qu'offensivement, ils ne veulent absolument pas changer leur modèle. C'est qu'ils ont pris 6 buts sur les 12 sur des reconversions rapides. Et notamment, je crois qu'il y a 2 ou 3 sur des mauvaises sorties de balle du gardien, mauvaises sorties de balle du défenseur. Et donc, il le paye vraiment directement pendant ces matchs-là. Et c'est dommage parce qu'il nous propose tellement de belles choses offensivement, mais le football, c'est l'équilibre avec le défensif. Et on le voit avec Newcastle qui est resté performant défensivement. Ils ont amélioré offensivement. Eux continuent à être aussi performants offensivement, mais défensivement, ça prend l'eau et ça leur coûte beaucoup de points sur les derniers matchs. Ça prend l'eau. 7 matchs sans clean sheet, ça correspond à l'absence de William Saliba qui s'était blessé face au Sporting Portugal en Europa League. Est-ce qu'on peut résumer cette carence à l'absence d'un seul joueur ? Alors, en principe, pour une équipe qui veut jouer le titre en Angleterre, non. Il y a un joueur qui est visé, en tout cas, c'est Rob Holding. Voilà, mais de façon pratique, oui. Enfin, je veux dire, c'est un constat. De toute façon, c'est 9 points perdus qui risquent de coûter ici, dans les 5 derniers matchs, le titre. Et heureusement qu'ils se reprennent contre Chelsea. Et qu'ils vont se déplacer à Newcastle avec peut-être un regain de confiance, en tout cas par rapport à cette victoire-là. Moi, je m'inquiète pour le chiffre que Christian nous propose avec ses 6 buts encaissés sur des reconversions, parce qu'il risque d'avoir un adversaire qui peut leur faire mal dans ce domaine-là ce week-end. Et donc, il va falloir être extrêmement efficace. Donc je trouve que c'est un match compliqué à aborder pour eux parce que mentalement c'est un match difficile parce que c'est un match difficile parce que l'adversaire est très fort. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a des raisons à la fois par rapport à l'adversaire mais par rapport à eux-mêmes aussi de douter un peu. 2 réflexions. La première, est-ce qu'on aurait imaginé la saison dernière de voir Newcastle et Arsenal dans le top 4 ? Non, la réponse est claire. Et donc Arsenal, si. Ça paraissait compliqué de les voir dans le top 4. Deuxième et troisième, voilà. Je veux dire, le deuxième qui affronte le troisième, Arsenal-Newcastle, ça c'était inimaginable. Et du coup, en découle le fait que finalement Arsenal fait une merveilleuse saison et on ne peut pas leur en vouloir de ne pas tenir le rythme effréné de City. Mais on ne leur en veut pas, on fait juste des constatations. Voilà. Par contre, absence de William Saliba ou pas pour expliquer ce phénomène, mais cette équipe d'Arsenal encaisse vraiment beaucoup de buts sur phase arrêtée et notamment sur corner, Christian. Oui, et ça, c'est depuis 2023 aussi. Donc, quand une équipe commence à encaisser sur reconversion rapide et sur phase arrêtée, là, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et regardez, ils ont déjà encaissé 6 buts sur corner. Regardez, c'est tous, ils ont même un corner rentrant, corner direct. Et ils sont tous pratiquement, à l'exception d'un but, ils sont tous dans le petit rectangle. Donc là, c'est un peu inquiétant et on ne va pas en vouloir à Ramsdale parce que je crois que si Arsenal est encore là aujourd'hui où ils sont, il a fait des arrêts exceptionnels cette saison, mais vraiment, il les a sauvés souvent. Et c'est très important d'avoir un gardien de ce niveau. Mais il faut absolument améliorer
ces phases arrêtées parce que c'est vraiment important. Bon là, on voulait pas évidemment viser Ramsdale, mais on a mis quelques buts qui auraient dû être évités du côté d'Arsenal et que les Gunners n'auraient peut-être pas encaissé en début de saison. On a parlé des corners, quelques erreurs directes, on l'a vu avec Ramsdale. Ça, ce match face à Southampton, une équipe qui va descendre, c'est incroyable d'avoir perdu des points. Et encore ici sur phase arrêtée, mais sur coup franc cette fois, c'était ce but de Stones qui avait finalement été validé pour le VAR. Il reste 4 matchs, 12 points à prendre, donc Arsenal n'ira pas au-dessus de 90 points. Et mathématiquement, ce qui est déjà ce qui serait magnifique. Incroyable. Du coup, City qui a 5 matchs encore à jouer à un bonus. Et le déplacement à Newcastle, c'est le match le plus compliqué de la fin de saison. C'est la grande différence entre les deux équipes pour cette fin de saison. Il y en a un qui a droit à l'erreur et l'autre qui n'a pas droit à l'erreur. Et donc, du coup, ils ont déjà grillé leur joker. Ils ont, malheureusement pour eux, perdu trop de points dans ces dernières semaines. Donc, voilà. Ils sont... Maintenant, ceci dit, voilà, si la logique veut être respectée, je trouve que le 4-1 face à City a montré qu'elle était l'équipe la plus forte de Première Ligue. Et donc, ce ne serait pas illogique. Avec le 1-3 du match aller. Avec le 1-3 du match ça aller. fait quand même 7-2 sur les deux matchs à l'avantage de Manchester City. Certaine logique, terminer à la 2e place serait quand même une très belle saison pour eux. Mais tant qu'il y a l'espoir... et accrocher la Ligue des Champions. Ceci dit, même objectif pour Newcastle, qui n'a plus vu une soirée européenne depuis la saison 2012-2013. Donc pour eux, ils sont chauds bouillants là. Tant qu'il y a de l'espoir, en tout cas, il y a du suspense et on suivra avec beaucoup d'attention cette rencontre entre Newcastle et Arsenal. C'est donc prévu dimanche à 18h30 et on en profite pour découvrir le programme de ce week-end. Brighton Man U jeudi soir, attention. Ce soir, attention. Le goal de D. Je ne connais pas le match. Ce sera City Leeds normalement, Manchester City Leeds. Bon, mais voilà, en principe, pas trop de soucis pour City, mais on ne sait pas. Attention à Big Sam, il est de retour. Big Sam, back. La magie de Big Sam. Liverpool, Brentford, on en a parlé, Newcastle Arsenal, voilà, ça c'est. Et c'est un week-end particulier en Angleterre puisque c'est le couronnement du roi Charles, donc il y aura aussi des matchs, encore. Dimanche 19h55, ça c'est assez inhabituel l'horaire, mais 3 matchs lundi. Fulham-Leicester, Brighton-Everton et Nottingham-Forest-Southampton, c'est le bas de tableau. Voilà, le lundi c'est le jour de l'EDO, mais c'est aussi le jour de la Première Ligue. Voilà, j'aurais plus d'intérêt pour les matchs que pour le... Mais bon, chacun son truc. Que pour le couronnement. Oui. Écoutez, on profitera peut-être des deux, ça c'est à votre choix, vous choisissez. Vous faites ce que vous voulez de votre vie en dehors de la Première Ligue, bien sûr. N'oubliez pas quand même de nous suivre sur les réseaux sociaux avec les adresses que voici, que voilà. Et on vous souhaite évidemment un très bon week-end de couronnement, mais aussi de Première Ligue. Merci Jean-François. Surtout de Première Ligue. Surtout de Première Ligue. Vous insistez, c'est bien. Merci Julien. L'Europe de 11 lundi, bien sûr. On l'a dit, on l'a dit. Ce sera un petit peu en concurrence avec la Première Ligue, Exactement. mais il suffit d'enregistrer sous le décodeur et vous pouvez tout voir, évidemment, même en décalé. Merci Christian. Merci à vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau PL Club. À très bientôt. Bye bye. Stones, Manchester City lead. There's Ezra, sensational. Diego Costa. In from Salah. Oh, stunner from Murphy. Bowen arrows one in. Harry Wilson. McNeil into the corner. Brennan Johnson scores.